Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode des Design Bento Box avec le laptop. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme Livestorm, vous pouvez, voilà, comme Julie est en train de le faire, nous dire comment ça va dans le chat. Vous avez ensuite l'onglet sondage. On vous a proposé quelques petits sondages auxquels vous pouvez répondre si vous en avez envie. Vous avez aussi et surtout l'onglet questions pour poser toutes vos questions au cours de ce webinar. Et on se garde un petit quart d'heure à la fin pour essayer de répondre aux questions. Vous pouvez poser vos questions, mais vous pouvez aussi voter pour les questions des autres, ce qui nous permettra de trier les questions les plus pertinentes, on va dire, en fonction de vos votes, pour y répondre en fin d'événement. Voilà, donc moi c'était Jordan Thévenot, chargé de communication au laptop, et je vais laisser la parole dans un premier temps à Rachel, puis à Zaliata pour cet épisode des Design Bento Box. Bonjour, donc je suis là au titre de directrice pédagogique du laptop pour vous dire que nous lançons une nouvelle formation à partir de décembre prochain qui est dédiée à l'UX Research. Donc vous avez les infos sur le site si vous souhaitez en savoir plus, mais grosso modo il s'agit d'une formation qui est dédiée aux gens qui font déjà de l'UX. En tout cas, on l'a imaginé comme ça, pour les gens qui font déjà de l'UX, mais pas encore beaucoup de research. Du coup, pour des personnes qui sont en poste, l'idée est que la formation marche avec des contenus asynchrones, donc à consommer sur votre temps, à votre rythme, avec des ateliers, mais du soir, en synchrone avec les autres apprenants, et avec un projet mentoré sur une longueur de 5 mois. Donc voilà, si vous êtes intéressé par l'UX Research et que vous êtes en poste, on est dispo pour en discuter et vous avez quelques infos sur le site. Jordan, je te rends la parole. Merci beaucoup Rachel. Et puis moi du coup je la redonne tout de suite à Zaliata. Zaliata, merci beaucoup d'être avec nous. Et tu vas donc nous parler de UX Research et de comment choisir les bons outils. Je te donne la parole. Ça marche. Donc, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça va être très axé outils parce que donc, moi, je suis Design Ops. Donc Design Ops dans une entreprise qui s'appelle Glovo, qui opère en Espagne d'abord et puis dans 27 autres pays, mais pas en France, et qui fait de la livraison de nourriture, mais de plein d'autres choses. Et donc aujourd'hui, en fait, moi, je vais vous parler de la façon dont je travaille sur la sélection des outils pour une équipe design qui travaille avec de la recherche. C'est plutôt axé pour des équipes, plutôt pour des équipes dans des entreprises, des startups. Après, je vais parler un tout petit peu de la façon dont moi je le fais en freelance, puisque je fais aussi du travail en freelance de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions parce que je vais vous expliquer ma démarche au fur et à mesure. Et puis, j'espère que ça répondra à vos besoins. Et si besoin, je peux aller un peu plus loin sur certains aspects ou m'adapter à vos questions. Voilà. Donc, je vais partager mon écran parce que c'est pas vraiment une présentation, c'est vraiment un partage. Et j'espère que vous voyez bien. Ok, ça a l'air d'être bon pour tout le monde, super. Alors pour moi, la première étape pour essayer de comprendre ce qui peut correspondre à une équipe, c'est de vraiment comprendre quels sont les besoins en outils. Donc là, ce que je vais vous partager, c'est une partie d'un atelier que j'ai fait avec l'équipe de Payfit, parce qu'avant de rejoindre Glovo, j'ai été designer chez Payfit pendant un peu plus d'1 an. Et donc, une des premières choses que j'ai faites avec l'équipe, c'est de faire un audit en fait des outils qui étaient utilisés par l'équipe. Et donc, on a fait plusieurs catégories. Donc, je vais me rapprocher un petit peu de
du board pour que vous puissiez voir un peu mieux. Donc, en fait, on a fait différentes catégories pour lesquelles on a fait un brainstorm, donc pour collecter, selon les différents rôles de l'équipe, quels étaient des usages des différents outils. Donc, en sachant que chez Payfit, la particularité, c'est qu'il y avait déjà des personnes qui faisaient de la user research. Donc, Mathilde Gauthier, pour la nommer, parce que voilà, qui depuis quelques années déjà travaille chez Payfit en tant que user researcher. Et en même temps, à peu près en même temps que moi, un tout petit peu après, on a une lead user researcher qui est Margot Boivin, qui a rejoint l'équipe il y a un peu plus d'un an aussi maintenant. Et assez récemment, il y a eu Anne-Charlotte Triplet qui a été recrutée aussi par Payfit. Donc à ce moment-là, il y avait une user researcher, beaucoup de besoins, beaucoup d'outils. Et donc, moi, en tant que designer qui venait d'arriver, la première chose, c'était d'essayer de comprendre comment ces outils étaient utilisés. Parce que ce qu'on voit en général, c'est que les designers ont tendance à découvrir les outils, à les tester, à les utiliser, même si ce n'est pas forcément les outils qui sont préconisés par l'entreprise, parce que, comme vous le faites là aujourd'hui, ils participent à des événements, ils vont discuter avec d'autres designers, et ils vont voir qu'il y a des nouveaux outils qui sortent, et donc ils vont vouloir essayer de nouveaux outils. Donc moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, il faut que je comprenne les usages de ces outils. Donc comme vous pouvez voir, il y a différents rôles, notamment chez Payfit, des content designers et des brand designers. Donc, du coup, les content et les brand designers peuvent avoir un usage un petit peu différent aussi des outils de recherche. Donc, pour moi, c'était aussi important de voir s'ils faisaient de la recherche ou pas. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé tous les outils que j'avais vus. Donc il y avait un certain nombre d'outils. Et puis j'ai demandé à l'équipe en fait d'expliquer quels étaient les usages, la fréquence d'usage, les points de douleur. Comme vous voyez, il y en a pas mal. Et si les personnes avaient plutôt besoin de voir ou d'éditer les outils. Donc ça pour moi c'est une base qui m'a servi jusqu'à ce que je parte de Payfit, parce qu'en fait ça m'a permis vraiment d'avoir une bonne compréhension de tous les outils qui étaient utilisés. Donc comme vous voyez, il y en a pas mal. J'ai mis Salesforce dans les outils de recherche. Donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me dire. Ce que je propose, Jordan, c'est s'il y a des questions, peut-être, n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions sur ce que je suis en train de montrer, parce que je ne sais pas si je vais y revenir par la suite. Et donc, comme vous voyez, il y a pas mal d'outils avec différents objectifs, différentes façons de les utiliser. Et donc, il y avait même des outils qui sont plus orientés vers l'interne. Voilà. Donc, à partir de là, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que ce qui était important, c'était aussi de s'assurer que toutes les parties prenantes de Payfit avaient une bonne vision des différents outils, parce que moi, je travaillais en partenariat très fort avec l'équipe Product Ops, puisqu'il y a un certain nombre d'outils de recherche qui sont aussi utilisés par des gens qui sont dans les équipes product, donc les PM par exemple, mais aussi d'autres rôles. Et donc, c'était assez important qu'on puisse avoir une visibilité sur les usages dans notre équipe, mais du coup, de mettre ça à disposition aussi des autres équipes. Donc là, je parle de Product Ops, mais il y a aussi les équipes IT. Donc, je vous montre un fichier. Alors, celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait. Et comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose dedans parce que du coup, c'est vraiment juste… là, je vous montre juste le fichier, mais il était lié à des choses chez Payfit, donc c'est juste histoire de savoir. Mais ce qui est intéressant dans ce fichier, c'est qu'une fois que j'ai pu faire l'audit, en fait, j'ai pu partager avec l'IT, en fait, les outils qui étaient utilisés par l'équipe, comment ces outils étaient utilisés par l'équipe, et ce que vous ne voyez plus maintenant, parce que du coup, les liens ne sont plus là, c'était qui avait besoin de quel type d'accès, donc c'est-à-dire est-ce que les gens avaient besoin d'un accès en viewer, en éditeur, etc. Et à partir de là, ça m'a permis de commencer à réfléchir à quels outils on aura de quels outils on aura besoin en 2022, puisque j'ai fait ça en 2021, et de réfléchir à une stratégie avec l'IT, puisqu'il y a toutes les notions de sécurité qui vont avec, et avec aussi l'équipe finance, puisque ça coûte des sous d'utiliser des outils. Donc ça, ce sont aussi des choses, le fait d'avoir documenté les usages, comme ça m'a permis d'avoir des choses assez solides pour expliquer comment les équipes utilisaient les outils. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que j'aille plus loin. J'entends des petits bruits, mais bon, c'est juste des petits coucous, donc tout va bien. Oui. Pour les petits bruits, Zaliata, sinon je me permets, tu peux désactiver la sonnerie de l'onglet chat. En haut à droite, si tu veux, dans l'onglet chat, où tu vois, tu as une petite cloche. C'est fait.
Voilà. Mais du coup, si vous posez des questions, je ne saurais pas, mais tu me diras. Je veille. Et n'hésitez pas, il y a l'onglet questions pour ça, ou même directement dans le chat si jamais c'est urgent. Ça marche. Donc voilà, donc ça c'est pour l'aspect vraiment plus générique du travail sur les outils, dans lequel il y a des outils de user research. Dans un deuxième temps, ce qu'on a fait avec l'équipe, et quand je parle de l'équipe, là c'est vraiment avec Mathilde Gauthier, la user researcher, et Margot Boivin, la lead user researcher, on a décidé de faire un workshop ensemble pour essayer de comprendre, d'aller encore plus loin sur l'utilisation des outils de research. Et là, bon, je vous donne cette ressource, peut-être que vous l'utilisez déjà, mais nous on est parti de ça en se disant qu'on avait fait une sorte d'audit des usages dans l'équipe design, mais ce qu'on voulait faire, c'était aussi essayer de comprendre de quoi on allait avoir besoin demain, et surtout, qu'est-ce qui était bien adopté ou ce qui n'était pas bien adopté par les équipes. Donc, on est parti en fait de cette métro-map qui a été faite par User Interviews. Alors, il y a d'autres sources de User Interviews que je vais vous partager parce qu'ils font aussi une sorte d'état des lieux de la User Research qui peut être assez intéressante, qui est très intéressante. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce document, mais moi, je trouve que ce document, c'est très, très utile pour quelqu'un comme moi qui cherche à trouver les bons outils. Donc, j'essaye juste peut-être de vous montrer. Alors, je vous montre qu'il y a plusieurs. Je crois que je l'avais téléchargé quelque part. Oui, j'ai téléchargé ici, le métro-map. Donc, j'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être la diminuer un peu pour vous montrer en fait l'étendue. C'est un document qui, pour moi, est plus facile à appréhender que de faire faire de la veille, on va dire, en allant sur les différents sites des différents produits qui sont là. Donc, moi, je trouve que c'est assez facile à manipuler pour moi, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, parce que je sais que j'ai déjà dit à des gens, tiens, regarde cette métro-map, et ils m'ont dit, c'est pas très lisible, mais bon. Pour moi, je trouve que c'est très utile. Alors, je vous explique vraiment très rapidement comment ça marche. Ça marche vraiment comme une carte de métro, donc c'est-à-dire qu'il y a des outils avec différentes fonctions. Donc, vous voyez qu'en violet, vous avez les outils de design, vous avez les outils de recrutement et de research operations. En vert, vous avez les outils de recherche active, donc vraiment les outils pour faire de la recherche en rouge. Et puis, tout ce qui est gestion des insights, qui est là dans les couleurs plutôt jaunes. Vous avez aussi tout ce qui est insight entre guillemets passif, donc A/B testing, les analytics, et puis vous avez les outils un peu plus pointus qui font du heatmap, du eye tracking, ou qui donnent du feedback automatisé. Donc moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans la démarche qu'on a eue avec Mathilde et Margot, c'était que ce qu'on voulait faire, c'était partir de cette métro-map pour essayer de comprendre vraiment l'étendue des possibilités des outils, parce qu'en fait, ce dont on s'était rendu compte, c'est que les gens, à partir du workshop que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que les gens n'utilisaient pas forcément les outils avec toute l'étendue des fonctionnalités, parce qu'ils n'étaient pas forcément formés, parce qu'ils n'avaient pas forcément besoin de ça tout le temps dans tous les projets. Donc, ce qu'on voulait voir, c'était essayer de voir s'il y avait des choses qu'on pouvait rationaliser. Donc voilà, comment est-ce qu'on pouvait mieux accompagner les équipes sur l'utilisation de ces outils. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un certain nombre d'outils qui font plein de choses. Et en même temps, c'est assez confusant parce que des fois, on a l'impression que certains outils sont équivalents, ce qui n'est pas le cas. Et que donc, du coup, ça peut être un peu déstabilisant. D'autant plus qu'on a des outils comme UserZoom qui rachètent d'autres acteurs et qui, du coup, se retrouvent à pouvoir faire encore plus de choses. Donc tout ça, enfin, moi, je trouve que la métro-map, c'est vraiment un outil, c'est vraiment quelque chose de très utile qui permet de vraiment comprendre quel est l'état des lieux aujourd'hui. Donc bon, là, ça fait plein de symboles et plein de choses, mais je vais vous montrer dans un cas concret comment on l'a utilisé un petit peu plus tard. Donc, si je reviens à ce qu'on a fait avec Margot et Mathilde, donc là, vous voyez qu'il y a une version Google Sheets de la métro-map. Donc, nous, on est un petit peu parti de cette version Google Sheets pour essayer de justement aller un petit peu plus loin par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ce qu'on voulait, c'était vraiment de voir ce qu'on avait
par rapport aux différents types d'outils et de se rendre compte s'il y avait des choses qui nous manquaient. Donc, qui avait accès aux outils en dehors des designers, ce qui pouvait nous permettre de comprendre quel levier on allait pouvoir avoir aussi pour demander des fonctionnalités en plus ou changer d'outil, des choses comme ça, donc comprendre la complexité qui allait avec. Ensuite, on a mis quelque chose sur l'état actuel. Donc, quand on dit l'état actuel, c'est vraiment est-ce que les gens sont formés, est-ce qu'il y a des guidelines qui existent, est-ce qu'il y a des templates qui existent, etc. Donc, les différents types d'utilisateurs, les use cases qu'on avait déjà vus par rapport à ces différents outils, la valeur perçue par les utilisateurs, éventuellement s'il y avait de la redondance. On n'a pas été jusqu'au bout du fichier, mais en gros, on s'est arrêté à la valeur perçue, là où on l'avait. Et en fait, ce qu'on voulait faire à partir de ça, c'est justement construire de la formation ou de l'accompagnement un petit peu plus précis sur certains outils. Donc voilà. Donc ça, c'est juste pour vous montrer en termes de contexte comment est-ce qu'on peut travailler sur la vision globale des différents outils qui sont mis à disposition d'une entreprise et de quels outils sur quels outils on peut s'appuyer pour en fait se faire un plan d'attaque ou se faire une stratégie d'utilisation des outils de recherche. Donc voilà. Donc là, je vais m'arrêter là et je vais parler sur le général et je vais parler d'un cas pratique. Si ça vous va, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que ça va jusqu'à maintenant? J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Pour l'instant, on n'en a pas, mais je veille, je te dirai. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vraiment toutes les questions sont utiles. Ça marche. Alors, je vais vous partager deux cas pratiques sur lesquels j'ai travaillé pour justement faire le procurement ou l'achat de deux outils. Alors, je vous partage, en fait, là, c'est plus un partage de pratique. La façon dont on a fait les choses sur ces deux projets était, le périmètre de départ était complètement différent. Donc, je vais juste vous donner un exemple de la façon dont on a utilisé les enseignements des workshops qu'on a fait. Donc, durant le workshop que je vous ai montré tout à l'heure, il y a un certain nombre de designers qui ont exprimé le besoin d'avoir un outil de carte sorting. Alors, chez Payfit, c'était vraiment assez important parce que Payfit propose un certain nombre de fonctionnalités avec un menu qui est assez chargé. Et donc, l'idée, c'était de commencer à travailler sur certains pans de cette navigation pour essayer de la rendre plus facile et d'essayer d'organiser certaines parties de Payfit de la manière la plus... en tout cas, de tester d'autres façons de faire. Et donc ça, plusieurs designers l'ont exprimé à ce moment-là. Ils avaient déjà fait un benchmark entre Optimal Workshop et l'autre outil, malheureusement je ne me souviens plus. Et leur choix était plutôt Optimal Workshop. Alors Optimal Workshop, ce qui est intéressant, c'est que si on revient à The State of User Research, qui est proposé par, comme je disais tout à l'heure, est-ce que... Voilà. Désolée, je fais une toute petite aparté parce que en plus de la Metromap, en fait, ce que propose User Interviews, c'est aussi une vision des outils les plus utilisés. Donc là, par exemple, vous voyez que Optimal Workshop, ça fait partie des outils de test d'utilisabilité les plus utilisés. Et donc, c'est vrai que les personnes qui avaient testé, il y avait des designers qui l'avaient testé, mais aussi chez Payfit, il y avait aussi ce qu'on appelait des product builders, donc des personnes qui travaillent sur le développement d'une petite partie de Payfit en s'occupant de coder en low-code, de décider un peu l'évolution du produit et de faire un petit peu de design. Donc, les deux différents rôles avaient testé certains outils et ils avaient choisi Optimal Workshop. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le processus de procurement qu'il fallait faire chez Payfit. Donc, c'était l'ouverture d'un ticket Jira, hein, tout simplement. Il fallait décrire quels étaient les besoins, etc. Enfin, de faire une quote, désolé, une estimation du budget, etc. Donc, j'ai fait tout ça. Et donc, moi, je pensais qu'on allait partir sur Optimal Workshop. Donc, ce qui est intéressant avec Optimal Workshop, comme la plupart des outils de User Research, c'est que vous avez la possibilité de tester, justement.
Ouais, vous avez des product démos, donc vous pouvez réserver, prendre des rendez-vous avec des commerciaux, mais vous pouvez aussi, en fait, notamment avec Optimal Workshop, en fait, regarder, essayer des études, voir les résultats, et c'est aussi ça qui a beaucoup séduit l'équipe, c'est que visuellement, les résultats étaient très lisibles, faciles à analyser, etc. Donc, enfin, la plupart des outils ont ça, mais chez Optimal Workshop, c'est quand même assez bien fait. Et donc, c'est vrai que quand vous voulez évaluer un outil, déjà de prendre le temps de regarder les use cases, les études qu'ils mettent à disposition, les visualisations qu'ils mettent à disposition, ça permet de se rendre compte de ce qu'ils peuvent faire. Alors là, j'ai mis Optimal Workshop, mais par exemple, Maze propose aussi du card sorting. Je sais qu'on n'a pas choisi Maze parce qu'à l'époque, ils ne proposaient pas de card sorting en mode ouvert. Donc, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas nommer les catégories. Nous, on avait besoin de demander à nos utilisateurs de nommer les catégories. Donc voilà, donc ça semblait cocher toutes les cases. On a fait la démarche de procurement et en fait, ce qui se passe dans la plupart des entreprises, c'est qu'on a une évaluation, une validation financière, une validation par les utilisateurs des fonctionnalités, on a une validation de la sécurité et une validation légale. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Optimal Workshop n'a pas passé la validation légale à cause de problèmes de données, donc de GDPR, enfin de RGPD, pardon. Parce qu'en fait, les données des utilisateurs pouvaient être transmises sur des serveurs qui n'étaient pas en Europe. Donc, on n'a pas pu partir avec Optimal Workshop, malheureusement. Et donc, là, il a fallu retravailler le projet pour permettre d'aller sur un autre outil. Et c'est là où la Metromap est assez utile, parce que vous ne travaillez peut-être pas tous dans des configurations où la sécurité est aussi importante que pour une entreprise comme Payfit. Mais en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti de la Metromap pour se dire, bon, on a Optimal Workshop ici, qui fait un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme outil qui va faire à peu près la même chose qu'Optimal Workshop? Donc, on a regardé Usability Testing et on s'est rendu compte qu'il y avait un autre outil. Est-ce que je vais le retrouver? Normalement, oui. En tout cas, on a cherché dans Card Sorting. Dans Card Sorting ou dans quoi on a cherché? Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, on l'a retrouvé. Désolée, je ne sais plus comment. Mais voilà, il est là. Donc, on l'a retrouvé ici. On a testé donc Maze. Donc, comme je vous ai dit, Maze, ça ne correspondait pas parce qu'au niveau du besoin, ça ne correspondait pas. Et on a testé aussi donc UX Tweak. Et donc, on est parti sur UX Tweak. Pourquoi? Parce que c'était c'est une entreprise européenne, donc qui respectait les règles RGPD et donc qui proposait le même type de fonctionnalité que Optimal Workshop. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, ça proposait d'autres fonctionnalités de heatmap, de eye tracking, de session recording. Donc c'est pas heatmap, c'est plutôt session recording si je me souviens bien. Et donc d'autres fonctionnalités qui pouvaient être intéressantes pour l'équipe. Donc on a fait notre benchmark et on a proposé en fait à quelques utilisateurs de tester UX Tweak et donc ça nous a permis de voir ce qui pouvait être intéressant. Alors, on l'a testé sur quelques projets. On avait identifié des projets avant de faire le procurement pour voir si on aurait des projets sur lesquels tester. Donc, on est parti sur un tout petit nombre de profils, enfin d'accès. Donc, on n'avait que 3 accès et on s'est dit qu'on allait tester ces accès sur des projets pour voir ce que ça nous apportait comme valeur. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était un usage qui était assez peu utilisé par les équipes. C'était vraiment très ponctuel, donc on ne voyait pas l'utilité de prendre plus de profils. Quand je suis partie, on en avait toujours 3, parce que finalement, on a utilisé l'outil que pour quelques projets au bout de plus de 6 mois. Donc ça, c'est une approche pour moi, qui peut être intéressante, de se dire qu'on va tester l'outil, identifier des projets en amont pour s'assurer qu'en fait, ça a de la valeur avant de donner des droits à un certain nombre d'utilisateurs. Et donc, c'est vrai que UX Tweak, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu l'utiliser aussi en test d'utilisabilité. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était pas terrible en test d'utilisabilité, que ça ne donnait pas, en fait,
une bonne visualisation de ce que les utilisateurs avaient testé. Enfin, les guidelines n'étaient pas terribles. Enfin bon, voilà. Donc finalement, on est retourné sur Maze. on a utilisé Maze pour un petit test. Et là, je pense que une des questions qu'on va se poser, enfin que Payfit va se poser pour 2023, c'est est-ce qu'on continue avec UX Tweak ou est-ce qu'on repart sur un autre outil, soit Maze, soit Optimal Workshop, s'ils se sont mis à jour des lois RGPD. Donc là, c'est vraiment un petit projet, un besoin exprimé par une partie de l'équipe. Et donc, voilà. Donc, du coup, je partage la démarche. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Est-ce que ça va? On a une question de Marie. Oui. Qui demande « Bonjour, pour une entreprise qui a un seul designer, quels outils sont les plus essentiels selon vous ? Quel serait éventuellement ton top 5 ?» Alors ça, c'est une bonne question. Je dirais que s'il y a un seul designer, moi, je partirais sur un outil du type… Moi, j'aime bien Maze. Personnellement, je trouve que c'est un outil qui est assez… Enfin, il y a des fonctionnalités qui sont rajoutées constamment. Je trouve qu'ils sont assez dynamiques et qu'il y a plein de choses dedans. Donc, pour moi, je pense que pour une petite un auto-entrepreneur, une petite entreprise qui n'a pas des besoins spécifiques, je partirais sur un outil comme Maze. Personnellement, je trouve que ça fonctionne bien. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire qu'un service ne propose pas un bon panel d'outils complet. Ah oui, mais ce sont oui. Donc Laurent, j'entends, mais en même temps, il y a des spécificités telles entre les différents outils que c'est un peu normal. Moi, je trouve qu'il y a un grand champ de possibles. Parce que là, je vais vous donner un autre exemple après qui est celui de Testapic. Et la façon dont j'ai pu l'utiliser, alors là, c'était chez Orange, donc c'était encore avant, une entreprise encore plus grosse, mais pour un projet très spécifique. Donc, c'est-à-dire que ce soit chez Payfit ou chez Orange, on est sur du B2B. Donc, quand on est sur du B2B, en fait, le temps des utilisateurs, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à mobiliser pour faire de la recherche ou des tests d'utilisabilité. Et en fait, c'est vrai que Testapic, ça s'est révélé être une solution très utile parce que c'est une solution qui permet de faire des tests d'utilisabilité en asynchrone. Et c'est vrai qu'en B2B, particulièrement, ça a du sens. Mais voilà, c'est peut-être qu'en B2C, on utiliserait. Enfin, c'est très utilisé en B2C, hein. Mais je sais qu'en tout cas, la niche dans laquelle Testapic se trouve, pour nous, en B2B, c'était vraiment quelque chose de très, très, très utile parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait dire à des entrepreneurs, notamment sur des petites, que ce soit des petites ou des grosses d'ailleurs, peu importe, voilà, là, on vous envoie un lien et vous allez pouvoir l'utiliser et en fait, vous l'utilisez quand vous voulez et nous, on enregistre et si vous suivez bien les règles, du coup, on peut récupérer la vidéo et on peut l'analyser beaucoup plus facilement que si on essayait de prendre rendez-vous avec la personne, etc. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver un outil qui fait tout, mais c'est aussi normal parce que il y a des petites fonctionnalités qui font que ça apporte quelque chose de plus sur les différents projets. C'est tout à fait vrai. Donc, oui, ça pose des problèmes parce qu'on nous voit comme l'équipe qui a besoin de X outils, X abonnements. C'est un vrai problème, je suis tout à fait d'accord. Après, moi, la façon dont je l'ai abordé chez Payfit, et c'est un peu la façon… Enfin, c'est quelque chose avec lequel moi, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise avec ça dans le sens où je n'hésite pas à dire à l'IT, à la finance et au légal, en fait, les designers, ce sont des gens qui cherchent. C'est une discipline qui évolue. C'est comme les développeurs. Les développeurs, ils aiment bien travailler avec des nouveaux outils, ils aiment bien tester des nouvelles choses, et c'est pour ça qu'on les recrute. On n'a pas envie de recruter des personnes qui sont engoncées dans leur certitude et qui travaillent toujours de la même manière, etc. Et on recrute des gens qui sont très dynamiques, et c'est ce qu'on veut. Donc, pour que ces gens puissent être dynamiques, il faut leur laisser aussi la possibilité de tester des outils. Et c'est pour ça que je vous montrais l'approche Optimal Workshop, parce que l'approche Optimal Workshop, c'est l'approche, on a des designers qui ont testé des trucs avec leur email perso, etc. Et en fait, c'est très bien qu'ils puissent le faire, et c'est très bien qu'ils aient soit un manager, un design ops ou un autre rôle qui puisse les aider en fait à vendre le truc auprès des différents rôles, et qu'eux, ils puissent aussi avoir conscience que
OK, tu vas pouvoir tester des outils, mais pour tester ces outils-là, peut-être qu'on va faire des processus d'achat un peu en fast track, parce que en essayant d'être un peu plus rapide, en ayant un petit peu moins de profils ouverts, et ça va te permettre de tester ce nouvel outil dans d'autres contextes pendant un certain temps. Là, par exemple, sur UX Tweak, on était parti sur 1 an et pas sur 3 ans. Enfin, voilà. Donc, on avait décidé de faire comme ça parce que justement, on s'est dit, il faut de la flexibilité, il faut que les gens puissent tester des outils et c'est très bien. Après, il faut aussi qu'ils puissent partager, qu'ils puissent en parler. C'est là où c'est peut-être un peu plus difficile dans des équipes qui sont un peu grosses, pour qu'on puisse capitaliser dessus. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, je suis d'accord avec toi et en même temps, je pense que ça vient avec le job. donc là-dessus, moi, je trouve que c'est bien. Hop. Oui, le problème est démultiplié lorsque l'on fait de la consultance. Oui, mais quand on fait de la consultance, je pense qu'il faut s'adapter au produit que le client a, enfin, tout simplement, je pense. Je voulais juste revenir sur Testapic parce que y a quelque chose que je trouve qui est très utile chez Testapic. En fait, moi, j'ai fait la formation à l'époque qui se faisait en face à face, donc c'était top. Testapic en tant que freelance, donc j'ai fait la formation en tant que freelance. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une mission ou 2 avec eux. J'ai trouvé l'outil hyper intéressant pour le contexte d'Orange, parce qu'à l'époque, je travaillais encore chez Orange. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai convaincu l'équipe produit avec laquelle je travaillais d'utiliser Testapic dans une version, c'est-à-dire juste qu'ils nous mettent à disposition la plateforme et que moi, je fasse les analyses. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas demandé de faire l'analyse parce que Testapic peut aussi mettre à disposition des experts pour faire l'analyse. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils ont continué à faire après que je sois partie. Alors, je ne sais pas à quelle échelle ça s'est développé par la suite, mais ce qui est chouette avec Testapic, c'est que je trouve que ça permet vraiment, entre les ressources qu'ils ont, la plateforme qu'ils ont et l'approche qu'ils ont, ça permet vraiment de développer des bonnes pratiques, parce que quand on travaille avec Testapic, en fait, ils proposent tout un tas de schémas et de façons de fonctionner qui sont très vertueuses et très bien travaillées. Et donc, ça, c'est un conseil que je donne pour les gens qui connaissent pas Testapic et qui sont en freelance. Je trouve que c'est un bon exercice en fait de travailler avec Testapic, parce que ça permet vraiment de voir différents contextes d'utilisation, de tests d'utilisabilité ou de survey, etc. Et je trouve que c'est une bonne école. Donc voilà. Donc du coup, on retrouve un peu le schéma de ce qu'on a fait pour UX Tweak avec Testapic. C'est la même chose que ce que j'ai fait chez Orange, c'est-à-dire d'essayer de vendre un outil sur un projet en se disant ça correspond à ce projet-là, est-ce qu'on peut tester? Donc là, ça a marché aussi, et ça peut permettre de changer un peu des façons de faire dans les équipes. Donc je pense que c'est important de le faire. Donc s'il y a d'autres questions, ça va pour l'instant, je crois. Alors, je vais vous parler pour terminer. On a une petite question, si tu veux, Zaliata, de Stéphane, qui demande: quels sont selon vous les outils qui gèrent le mieux la gestion des insights venant de plusieurs sources, outils en mode Atomic Research? Alors, c'est la question à 100 000 $. Je ne sais pas si c'est un outil qui est vraiment mieux que les autres. Je sais que chez Payfit, il y avait l'utilisation de Dovetail. Avant que je parte, il y a aussi l'équipe produit qui a mis en place l'outil Product Board. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet outil, mais ça vaut le coup d'être regardé si vous êtes dans un contexte où ça s'y prête. En fait, Product Board permet aux équipes produits de mettre toutes les initiatives produits, et ça permet en fait de lier des insights, que ce soit des insights qui viennent directement des utilisateurs ou des insights qui viennent des équipes internes, de faire un lien entre les initiatives produits et tous ces insights. Alors, moi, quand je suis partie, ça faisait 3 mois que Product Board avait été mis en place, mais je trouve que l'idée est assez vertueuse, d'autant plus que ça peut permettre à terme aux utilisateurs de voir les évolutions des insights ou des recommandations ou des idées de features qu'ils ont proposées. Donc, c'est un outil qui, je trouve, assez puissant dans son principe. Là, du côté de Payfit, c'était plutôt l'équipe Product Ops qui était en charge de déployer cet outil-là, très logiquement, parce que c'est un outil qui est quand même produit à la base. Donc, les questions, on s'est posé beaucoup de questions au départ sur comment est-ce qu'on allait travailler entre Dovetail et Product Board.
Et en fait, on est parti du principe que Dovetail, c'était vraiment le repository pour tout ce qui était interview utilisateur, avec toute la dimension multilingue, etc. Enfin bon, voilà. Et que Product Board, en fait, c'était vraiment plus pour collecter tout ce qui était dans un premier temps en tout cas, tout ce qui était collecté par les équipes internes. Donc, c'est-à-dire que soit ce que les product managers avaient pu collecter en rencontrant des utilisateurs ou des clients, ce que le service client pouvait collecter aussi par rapport aux demandes des clients, etc. Donc, on a pris cette décision-là en se disant que l'évolution de l'utilisation de Product Board allait peut-être remettre ça en question, mais dans un premier temps, on a décidé d'avoir les deux parce que ce n'était pas exactement les mêmes usages. Après, honnêtement, Dovetail, c'est très intéressant, mais c'est pas forcément facile à prendre en main pour les équipes et il y a un certain nombre de règles à respecter pour qu'on puisse retrouver les tags. Donc, c'est aussi pour ça que PayFit a recruté une Research Ops qui est Vanessa Vallée, qui était aussi là pour mettre en place une taxonomie qui permette de retrouver tous les éléments quand on en a besoin, qui permette aussi de se dire que quelles sont les règles, combien de temps on garde des insights, à partir de quel moment ils sont obsolètes, etc. Enfin, tous ces éléments-là, parce qu'on n'a pas envie de se fier à des insights qui ont 2 ans, qui ont été donnés il y a 2 ans, etc. Donc tous ces éléments-là, ça nécessite, selon moi, d'avoir une personne dans Research Ops. Après, honnêtement, moi, sur des projets, j'ai aussi utilisé de la Google Suite, des Google Sheets et des choses comme ça. Ça peut fonctionner aussi. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que que ce soit, si c'est une équipe ou si c'est une petite boîte ou si ce soit une grande boîte, ce qui est important, c'est que les règles soient connues et que les gens se les soient appropriées. Donc, qu'on utilise Dovetail, qu'on utilise Google Sheets, qu'on utilise Product Board, etc., ce qui est important, selon moi, c'est pas forcément l'outil, c'est plutôt les règles qui vont autour. Voilà. Donc, je sais pas si ça répond à la question, j'espère. Je vais terminer avec un dernier projet qui est... Est-ce que c'est celui-là? Non, désolé. Vous voyez mon... alors, je voulais juste vous partager ce truc, donc il y a un des derniers projets que j'ai fait chez PayFit. En fait, on s'est rendu compte, on utilisait un outil qui s'appelle Full Story. Donc, Full Story, qui est un outil qui permet de faire du session replay, de la heatmap, des choses comme ça. Donc, si je reviens à la métro map, vous allez retrouver Full Story ici. Voilà, avec les outils Analytics. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un problème de GDPR avec Full Story. Donc, on a dû interrompre l'utilisation de Full Story, qui avait été un outil qui avait été acheté par les fondateurs, je crois. Donc, ça faisait quelque chose comme 4 ou 5 ans qu'il était utilisé, sans trop de remise en question sur la configuration. Mais on savait juste que... on n'utilisait pas au maximum de ses capacités, qu'il n'était pas tout à fait bien configuré. Et donc, moi, au départ, je me disais, j'ai un travail à faire qui est plus de travailler sur une bonne configuration et une bonne adoption de cet outil. Je n'avais pas du tout en tête le problème de GDPR et en fait, ça nous a un peu explosé au visage. Donc, il y a quelques mois, en disant maintenant, il y a des critères qui ne sont pas du tout respectés, donc qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, on a fait une démarche. D'abord, moi, j'avais déjà pris contact avec Full Story en leur expliquant on a des soucis parce que votre outil n'est pas bien paramétré. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider nos équipes de dev à bien le paramétrer, etc. Donc, on avait eu déjà des échanges où ils nous avaient donné pas mal de démos. Ils nous avaient parlé de use cases dans lesquels qui étaient un peu similaires aux nôtres, etc. Donc, ça, c'était un travail qu'on avait fait avec le CSM et avec Margot Boivin, côté lead user researcher. Et aussi avec Alexandre Pinault, qui lui était plutôt dans l'équipe Product Ops. Donc vraiment, on avait Design Ops, Product Ops et User Research qui travaillaient ensemble. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au cours de ce travail-là, on s'est rendu compte qu'il y a eu cette alerte et on leur a dit quels étaient nos critères. On leur a demandé en fait de s'adapter à nos critères et ils n'ont pas pu le faire. Malheureusement, on a fait des tests avec nos équipes IT et on s'est rendu compte que même avec les modifications de paramétrage,
ça n'allait toujours pas au niveau GDPR. Donc là, on a dû faire un audit. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris cette métro-map et je connaissais déjà Content Square, parce que j'avais déjà travaillé avec eux un petit peu. Je connaissais pas SmartLook, je connaissais pas UXCam, donc je me suis dit, on va faire un benchmark avec ces différents outils. Et on va voir à quel point ils peuvent s'aligner avec les fonctionnalités de Full Story, parce que c'est vrai que Full Story a des fonctionnalités qui sont vraiment chouettes. Donc là, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai été regarder la liste de ce qu'il y avait comme fonctionnalité chez Full Story. Donc voilà. Et puis à partir de là, en fait, j'ai fait ce fichier sur Google Sheets et je l'ai tout simplement envoyé une version à chacun des contenders ou des entreprises qu'on a mis en benchmark. J'ai d'abord pris contact avec leurs vendeurs. J'ai eu un petit échange pour expliquer le contexte de Payfit. Je me suis rendu compte très vite que UXCam, ça n'allait pas le faire parce que c'était que sur des applications mobiles, ce qui n'était pas ce dont on avait besoin chez Payfit. Et donc, on a finalement mis en concurrence avec Full Story, SmartLook et Content Square. Et donc, moi, ils voyaient pas forcément tout le fichier. Hein, j'avais une version du fichier pour chacun. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça nous a permis de faire un benchmark vraiment adapté à nos besoins, où on se rendait compte de quelles étaient les réponses de chacune des entreprises par rapport à ce dont on avait besoin. Et ce qui s'est passé, c'est que Content Square, c'était top. Honnêtement, c'est un très très bon produit. Je dis pas ça parce que je les connais, c'est vraiment un très bon produit. Et puis en plus, quand on part avec cette approche-là où on leur donne des fonctionnalités, ils étaient très honnêtes. Enfin voilà, il y a des choses qu'ils disaient qu'ils faisaient pas, mais finalement en discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses qui dans ce critère-là qu'ils faisaient, mais avec des petites différences par rapport à Full Story. Mais en tout cas, c'était équivalent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on leur a demandé une cotation, de nous faire un devis. Et on s'est rendu compte que c'était très, très, très cher. Mais en fait, c'était très, très, très cher. C'était pas inadapté, c'était juste que c'était très cher pour nous parce qu'en fait, en plus de Full Story, nous chez Payfit, il y avait aussi l'outil Amplitude et on venait juste de passer sur Amplitude Premium. Donc, ce qui faisait qu'il y avait un recoupement en fait entre certaines fonctionnalités d'Amplitude Premium, de suivi de funnel, de suivi des parcours d'achat, certaines des choses en fait étaient faites par Amplitude et étaient aussi faites par Content Square. Et donc, ce qui faisait que comme nous on s'était déjà engagé avec Amplitude pendant un certain temps. Si on avait pris Content Square, on aurait eu des fonctionnalités en double. Et déjà, vu qu'on essayait de travailler sur l'adoption des fonctionnalités, c'était pas une bonne chose en fait de prendre Content Square à ce moment-là. Donc, la recommandation qu'on a faite, du coup, c'est faite sur SmartLook après validation de l'IT, des règles de GDPR avec les équipes de RGPD avec les équipes légales et de l'aspect financier, puisque du coup SmartLook, au niveau du tarif, ça rentrait plus en ligne avec ce qu'on voulait dépenser et en fait les fonctionnalités n'étaient pas les mêmes que celles d'Amplitude, donc ça correspondait assez bien. Donc voilà. Donc du coup, je voulais vous partager ça parce que j'ai trouvé que de faire ce benchmark, ça a permis tout de suite à tout le monde de pouvoir comparer en fait des pommes et des pommes et puis d'avoir des conversations qui étaient beaucoup moins longues du coup parce qu'on a pu faire pas mal de choses en asynchrone et quand on s'est rencontrés, c'était vraiment pour qu'ils nous montrent l'outil, si l'ergonomie était agréable, si les rapports étaient des rapports qu'on allait pouvoir utiliser, essayer de se projeter aussi sur l'accompagnement par rapport à l'adoption de l'outil, etc. Et comme là, en fait, on parle d'une population qui est beaucoup plus grosse que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que SmartLook, on part du principe que les personnes qui pouvaient éditer ou suivre des éléments dans SmartLook, c'était vraiment toute la population produit plus design, puis éventuellement même d'autres personnes. Donc c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur les trois personnes dont je parlais tout à l'heure, on est vraiment sur une population qui est quasiment, je ne vais pas dire que c'est quasiment tout Payfit parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas forcément s'intéresser à ça, mais en tout cas on est sur une population qui est beaucoup plus grosse. Donc c'était vraiment important d'être très, 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 très vertueux sur la façon dont on allait regarder les différents éléments.
Donc voilà pour ce partage. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais arrêter de partager mon écran. Il y a une question de Diana dans le chat Oui. qui demande quelle est la valeur ajoutée de l'outil Amplitude versus un GA sur l'analyse des parcours utilisateurs. Alors, je pense que déjà, il y a la dimension. Alors, je pense que Google Analytics, là, est remis en question parce qu'il reste. Je pense qu'il respecte pas forcément toutes les règles de RGPD. Enfin, il y a en tout cas des choses qui vont pas très bien sur Google Analytics en ce moment. Donc, de toute façon, il faut partir sur d'autres outils, je pense. Mais je suis pas une experte du sujet, donc je vais pas rentrer dans ce sujet-là parce que je pense que c'est toujours en cours d'ajustement. Et donc, oui, s'il y a des gens qui en savent plus, n'hésitez pas à dire, voilà. Mais du coup, merci beaucoup. Et du coup, le truc avec Amplitude, c'est qu'on est un peu plus sur des compréhensions de segments. Donc, c'est un outil qui a un aspect, j'allais dire, un peu plus marketing produit, qui va permettre de récupérer des informations sur les différents segments d'utilisateurs avec des notions plus ou moins poussées de suivi des parcours utilisateurs ou des funnels. Et c'est vrai que dans sa version premium, on se retrouve sur des choses qui peuvent tout à fait être utilisées par les designers pour suivre des user flows ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc par rapport à un Google Analytics avec les plans de tagage, etc. Là, il y a des fonctionnalités qui se recoupent, mais c'est juste que là, on va avoir peut-être des dashboards qui vont être un peu plus actionnables. C'est peut-être un petit peu plus facile à manipuler, je pense, Amplitude par rapport à Google Analytics en termes de produits, en termes de suivi de produits. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si ça répond à la question déjà. Super. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Moi, j'en ai. Ah bah, il y a Aminata qui est en train d'écrire. Moi, n'hésitez pas, on peut utiliser le. Ah, bon, c'était pour dire qu'il n'y a pas de questions. Moi, je me demandais un petit peu, tu nous as partagé la liste, ton fichier Excel, et bon, alors j'imagine que c'est très lié au contexte de PayFit, mais quels sont un peu les critères que tu vas regarder en premier, au-delà des RGPD, surtout ce logiciel pour les comparer, par exemple? Alors, pour moi, je suis vraiment l'avocate, en tant que designer, je suis vraiment l'avocate de l'équipe design. Donc, pour moi, c'était important d'avoir un outil qui, ergonomiquement, déjà, est agréable à utiliser. Je me disais que, en fait, quand on a un outil qui n'est pas agréable, on n'a pas envie d'utiliser. Et aussi, c'est un outil qui, pour moi, doit permettre aux designers, parfois, de défendre leurs décisions, justifier leurs décisions, et donc d'avoir des dashboards ou des représentations visuelles qui sont claires et qui peuvent être réutilisées dans des présentations, c'est aussi un critère. Après, il y avait un autre critère qui était très important pour moi, qui était aussi, c'est quelque chose qu'on a demandé à chaque fois, est-ce qu'il y a de l'accompagnement? Parce que je pense que dans la plupart des outils, il y a des ressources qui sont disponibles en ligne. On peut se renseigner sur plein de choses en ligne, mais je trouve que l'adoption, c'est quand même mieux quand on a des personnes un peu dédiées sur l'adoption, qu'on peut être accompagné sur la mise en place des premiers projets ou des choses comme ça. Donc ça c'était un autre des critères qu'on demandait au CSM. Et puis après, il y avait l'aspect technique, tout simplement. Là, c'est pas moi qui gérais, mais c'était vraiment quelqu'un de l'IT pour voir comment allait se faire la mise en place. Est-ce que ça allait être compliqué à mettre en place? Parce que justement, l'histoire de Full Story a fait que on était un petit peu sensible à ça aussi, quoi. Voilà. Merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Après, moi, je me dis ça pouvait être intéressant, peut-être pour conclure, de revenir un petit peu sur la question de Marie, un peu ce top 5 des outils où tu en as évoqué beaucoup. Hein, j'ai noté Maze, Testapic, Product Board, Content Square, Full Story. Si on se met un peu à la place de quelqu'un, d'un designer qui voudrait lancer un peu cette démarche, quels sont les 3 premiers outils que tu conseillerais d'acquérir, à la fois parce qu'ils sont simples d'utilisation et qui répondent aux premières interrogations? Est-ce que c'est... Oui, alors en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai pas fini mon propos, désolée, je me suis laissée emporter dans un autre propos, c'est que ce qui est intéressant
dans l'étude qui est faite par User Interviews, c'est qu'on se rend compte que finalement, les outils qui sont les plus utilisés, alors est-ce que c'est au-dessus? Il y a quand même beaucoup d'outils Google et Zoom et Slack et Figma sont finalement les outils qui sont les plus utilisés par les researchers. Je trouve que là-dedans, il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être faites avec des outils qui sont gratuits ou pas très chers. Et que ça vaut le coup de réfléchir à l'utilisation d'outils plus développés, plus pointus, vraiment quand on en a besoin. Je pense que quand on est team of one ou team of three, c'est peut-être pas la peine d'investir comme un fou dans Content Square tout de suite. C'est peut-être plus intéressant de déjà construire des pratiques solides avec des outils éprouvés et qui fonctionnent plutôt bien. Parce que vous allez faire vos protocoles dans Google Docs, vous allez faire vos analyses de données dans Google Sheets, vous allez faire vos user interviews sur Zoom, ou en vrai, enfin bon, voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont faisables sans outils, pour être tout à fait honnête. Et je trouvais que c'était assez intéressant de se rendre compte que les outils les plus utilisés par les researchers. Après, je pense que c'est une étude qui est très américaine parce qu'il n'y a pas beaucoup de notions sur la RGPD qui, chez nous, enfin en Europe en tout cas, c'est quand même hyper important. Mais je trouve que ça déjà, c'est intéressant. Après, moi je trouve qu'il faut un outil. Une fois qu'on est un peu plus gros, qu'on est dans une équipe un peu plus grosse, je trouve qu'il faut un outil par catégorie. C'est-à-dire que, enfin, il y a des outils qui font plusieurs choses, mais quand je vois une entreprise d'une certaine taille qui fait pas d'analytics, moi, ça m'inquiète. Donc, je me dis, bon, il faut que pour chaque catégorie, on ait un outil qui corresponde à son besoin. Tant mieux si ce sont des outils qu'on peut utiliser pour plusieurs catégories. Mais je trouve que c'est quand même bien de s'assurer que pour chacune des catégories qui sont là, on a bien un outil qui correspond. Donc voilà. Donc, reprendre la métro-map, essayer de trouver des outils qui couvrent peut-être différentes choses, les tester, les utiliser et voir ce qui correspond le mieux. Franchement, pour moi, c'est une question de contexte aussi. Voilà. Merci Zalata. On a une nouvelle question qui vient d'apparaître, que Rachel m'a signalé, merci. Je n'ai pas bien compris en quoi Testapic était bien, en quoi il est mieux que Fairpection, un autre concurrent, ou que des tests faits en vrai. Alors, je pense que la force de Testapic, c'est non seulement dans la méthode, c'est-à-dire que Testapic, en fait, quand vous commencez à travailler avec eux, ils ont tout un tas enfin, les protocoles sont hyper carrés, leur expertise, pour moi, elle est très, très, très forte. Donc, voilà. Donc, déjà, il y a ça. Sur la méthodologie, ils sont très carrés. Et après, la force de l'outil de Testapic, c'est justement cette capacité avec leur plateforme de pouvoir de pouvoir faire l'analyse très rapidement. C'est-à-dire qu'avec Testapic, en fait, quand on a une vidéo, on va aller sur leur plateforme et on va pouvoir extraire des petits bouts de la vidéo et les taguer, justement, les taguer avec des catégories qu'on aura fait avant, avec le protocole d'analyse, etc. Et qui va permettre, en fait, de faire l'analyse très rapidement par rapport si on l'avait faite avec un fichier Excel ou un truc comme ça, et d'avoir tout de suite du contenu qu'on va pouvoir partager avec l'équipe. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien qui marche mieux que d'entendre ou de voir l'écran avec l'utilisateur qui bute sur quelque chose ou qui a un souci. Il n'y a rien qui marche mieux que ça quand on travaille en équipe. Donc la force de Testapic, pour moi, c'est ça, c'est la qualité de leur méthodo et la rapidité avec laquelle on peut analyser grâce à leur outil. Voilà. Est-ce que Marie, on a répondu à ta question? Maybe. Oui. Marie est toujours parmi nous, c'est déjà toujours ça. Bon, il nous reste quelques minutes. Si jamais vous avez une ultime question, vous pouvez la poser dans le chat. Mais il ne faut pas hésiter à dire pourquoi alors, du coup. Oui. Ouais. Parce que après, il y a des défauts aussi. Hein. Là, j'ai parlé que des qualités, mais bien sûr qu'il y a des défauts. Hein. Je ne sais pas si c'est un outil parfait, hein, mais voilà.
Ah, nous sommes pendus à ton clavier, Marie. Si tu le souhaites, Marie, je peux t'inviter à participer. On peut finir sur cet échange, peut-être qu'il pourrait être intéressant. Je peux meubler peut-être en disant que tout à l'heure, tu parlais de Vanessa Vallée qui était Research Ops avec toi à PFIT et qui va intervenir dans notre formation UX Research sur justement le Research Ops. Ah, d'accord. Alors là, oui, on ne parle pas de la même chose du coup. Ok, oui. Alors c'est vrai que des tests modérés, c'est pas du tout la même chose que des tests non modérés. Là-dessus, on est tout à fait d'accord, Marie. Après, pour moi, je parlais tout à l'heure de contexte. Il y a des contextes dans lesquels on peut très bien faire des tests non modérés. Il faut savoir pourquoi et comment. Il faut que ce soit bien cadré. Il faut que ce soit vraiment de ça dont on ait besoin. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi que quand on fait de la recherche utilisateur et qu'on veut comprendre un utilisateur, c'est beaucoup mieux de faire des tests modérés et d'être présent pour pouvoir rebondir. Après, on obtient autre chose en fait avec TestApplic. On obtient des choses proches. C'est pas la vraie vie, mais c'est proche de la vraie vie parce qu'en fait, dans la vraie vie, la personne n'est pas influencée par le beau sourire du designer qui est là et qui lui dit hey, j'ai fait un super beau produit, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Donc, parce que c'est quand même souvent les designers qui font les tests d'utilisabilité. Et en général, ils sont très gentils et les gens ont envie de leur faire plaisir. Donc, voilà. Ah oui, ça c'est un autre point, Diana, avec lequel effectivement je suis d'accord aussi parce que moi j'ai construit un protocole dans lequel en fait je passais du temps à expliquer la connexion aux utilisateurs quand j'étais chez Orange. Hein. Donc après le problème on a réussi à résoudre le problème, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi, c'est que il y a des utilisateurs qui n'ont pas l'habitude de ça. C'est pas du tout le cas. Enfin, moi, j'ai fait des missions pour TestApplic pour certains de leurs clients que je vais pas nommer, mais qui sont des gros clients dans différentes industries. Et ça marchait très bien quand on était sur du B2C parce que c'était des gens qui avaient l'habitude d'utiliser TestApplic et ils se posaient même pas la question de. Enfin voilà. Donc en B2B, j'ai eu des bugs techniques moi aussi. On les a résolus. Je pense que, moi voilà. Dans mon cas, en tout cas, l'équipe technique, elle a été vraiment présente pour nous pour qu'on règle ces bugs techniques. Donc voilà. Donc c'est vrai, et tout à fait vrai. On attend peut-être de voir Stéphane ou Elina si vous avez une dernière question. Ou Marie, tout le monde. C'était pour confirmer les deux. Et quelle serait éventuellement l'alternative à TestApplic qui ferait un peu la même chose si jamais on veut en utiliser Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative à TestApplic, à moins que on puisse demander à un utilisateur de s'enregistrer peut-être sur Zoom en faisant un test. Enfin, on pourrait bricoler un truc, mais après en analyse, ce serait quand même plus difficile. Je pense que c'est possible de bricoler quelque chose, hein, mais voilà. On peut toujours bricoler de toute façon. Un peu créatif, on est tous des designers, on peut bricoler des trucs, mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent. J'ai jamais utilisé UserZoom. Je vais certainement l'utiliser chez Glovo parce qu'on est dans un processus avec eux là, pour l'instant. J'ai pas utilisé Perspection non plus, donc s'il y en a qui connaissent, qui veulent partager, pourquoi pas. Mais UserZoom a racheté TestApplic de toute façon, donc voilà. Donc espérons que ce qu'ils font de bien les deux, ils vont pouvoir nous faire quelque chose de magnifique derrière, donc on verra. Bah écoute, c'est parfait, je crois, pour conclure cette intervention. On est pile poil dans les temps. Merci beaucoup, Zaliata. Oui, Aminata, il y aura un replay pour répondre à ta question. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Merci encore, Aminata, d'avoir été parmi nous. Merci, Rachel, pour cette introduction aussi à notre future formation sur l'UX Research. Si jamais vous voulez d'ailleurs qu'on vous contacte, vous pouvez l'indiquer en sondage.
on pourra revenir vers vous directement pour vous en dire plus sur cette formation si ça vous intéresse. Voilà, en ce qui concerne les design bento box, eh ben, les prochains auront lieu à la rentrée, à partir de janvier, et on parlera, comme on en a parlé un tout petit peu aujourd'hui d'ailleurs avec Fazaliata, de Design Ops, et on parlera de Orange, parce que ce sera 2 personnes de chez Orange qui viendront nous raconter comment est-ce qu'elles ont mis en place une démarche Design Ops chez Orange. Voilà. Encore merci Zaliata et merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous. Bonne journée à tous. Au Au revoir. revoir. Au revoir.